Bonjour à tous pour ce premier jour de l'université d'Ephimed qui en est à sa 4e édition. Alors nous sommes dans un magnifique préambule en réalité puisque cette université officiellement démarre demain, mais nous avons tenu à nous accorder un beau préalable, un beau préambule avec les acteurs fondamentaux de ce que représente l'écotourisme aujourd'hui, c'est-à-dire les producteurs eux-mêmes. Et donc, c'est à cette occasion que je remercie tous les intervenants qu'on va présenter un par un pour leur intervention à ce sujet-là. Alors, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas très bien Défimed que cette association qui existe depuis plus de 10 ans a pour objectif de mobiliser et de relier des écotourismes locaux entre les rives méditerranéennes, considérant que l'écotourisme en lui-même, ce secteur, peut devenir un moteur de transition écologique des territoires et un moteur de transition de nos vies, de manière évidemment vertueuse, avec le mot vert en majuscule. À ce titre, nous allons aborder différents ateliers pendant 2 jours et demi qui vont chacun décliner une approche d'une question, d'un défi qui va vous être posé, messieurs, dames, cet après-midi, qui est celui de voir se fédérer ce secteur de l'écotourisme à travers différents acteurs pour imaginer en 2023 l'aboutissement d'un écotourisme participatif qui va pouvoir donc relier non seulement les producteurs entre vous, ça c'est le premier défi, mais aussi l'utilisation des outils web pour relier les producteurs avec les visiteurs, les populations locales, pour pouvoir activer des outils d'aide à la décision pour les territoires qui puissent s'embarquer dans cette aventure et faire de l'écotourisme une véritable stratégie de développement politique. Ça, on en parlera, vous le verrez, vendredi. Et bien sûr aussi pour arriver à mobiliser tout un réseau de jeunes et notamment d'étudiants qui s'engagent de plus en plus dans des formations de tourisme alternatif et qui peuvent être une ressource très intéressante pour alimenter cet écotourisme que j'appelle moi de nouvelle génération. Donc à ce titre-là, nous avons 2 heures pour débattre cet après-midi et réfléchir avec vous, sur vous les producteurs, sur cette question d'un écotourisme mutualisé entre les rives. Quelle serait sa pertinence? Comment l'imaginer? Est-ce que cet écotourisme doit finalement avoir un réseau euro-méditerranéen ou est-ce que finalement sa force ne tient pas dans des initiatives certes cloisonnées, mais très localisées et qui font aussi sa diversité? Et puis j'ai une dernière question que j'aimerais aborder avec vous. Enfin, au fur et à mesure du débat, on ébauchera un petit peu des réflexions, mais c'est aussi la représentation de l'écotourisme. Et là aussi, je suis très très heureux d'avoir vos témoignages et vos illustrations parce que, encore une fois, Ouais. l'écotourisme, très généralement, est représenté par l'opinion publique, qu'elle soit sur la rive sud ou sur la rive nord méditerranéenne, par des balades de nature. Et vous êtes des dignes représentants et ambassadeurs de production écotouristique qui montre le lien de l'homme avec son environnement naturel et des véritables savoir-faire verts. Donc on est dans ce qu'on appelle un écotourisme expérientiel, c'est-à-dire que vous tous, vous impliquez vos visiteurs dans des actions, dans des expériences, des productions à travers lesquelles ils vont pouvoir en tirer des enseignements pour leur propre vie et pour une prise de conscience par rapport aux enjeux écologiques qui sont les nôtres. Donc c'est à ce titre-là que je souhaite pouvoir vous faire intervenir et pour cela, eh bien, nous allons vous faire intervenir un par un, bien évidemment, et respecter donc une hiérarchie qui n'a rien d'être hiérarchie au sens courant du terme, mais donc une structuration. Alors, on va commencer avec quelqu'un qui est professionnel de la photo, qui s'appelle François Sissima. Je te remercie, François, d'être là. Avec François, on a fait une petite expérience avec lui. Donc, François nous a connus par les réseaux sociaux. Il s'est intéressé à Défimed cet été, hein, je pense que c'est ça, François, tu es avec nous Oui, à peu depuis près, ouais. cet été. Et puis, en discutant avec François, eh bien, on s'est dit, mais puisqu'on a la chance d'avoir quelqu'un qui sait faire de la photo, parce qu'on croit tous savoir faire de la photo, mais en réalité, on ne sait pas. Donc, j'ai demandé à François, à travers des portes ouvertes qu'on a organisées dans les Alpes-Maritimes cet automne, en partie en tout cas jusqu'au confinement, j'ai demandé à François s'il pouvait aller à la rencontre de quelques producteurs pour essayer de nous représenter par image
ce que pourrait être cet écotourisme expérientiel. Voilà, pas seulement des beaux paysages, encore une fois, ou une belle nature, de beaux horizons, une belle mer, une belle montagne, etc., mais de voir comment il pourrait représenter l'interaction de l'homme avec son environnement naturel sur des sites de production écotouristique. Alors, tu nous as réalisé ça. Je dois dire que c'est, bon, évidemment, on est certain de les avoir déjà vus au Palais des Congrès de Grasse. Et donc, je te laisse nous partager ces photos et puis aussi nous faire tes commentaires par rapport peut-être à la difficulté ou la surprise que tu as eue en organisant ces photos. Oui, alors juste une petite seconde et je vais être à toi. Hop, c'est bon, parfait. Alors, je vais sur le partage d'écran. Hop, Ah, c'est parti. c'est parti. Tu l'as, c'est bon? Ça arrive. C'est à l'écran? Allez, je vais lancer en lecture. Le temps qu'il charge, ça sera plus simple. C'est tant que le logiciel se mette en place pour lancer le slide, comme ça il va partir tout seul. Ça sera plus facile. J'espère. Normalement, ça doit marcher, hein. C'est du partage d'écran directement le logiciel de l'ordinateur. Donc, non, ça ne devrait pas poser de problème particulier. Sinon, tu me dis, oui, en effet, j'ai repris le diaporama qu'on avait présenté donc, du coup, à Grasse. Alors, pendant que tu fais les manips, ton impression déjà au départ, quelles ont été tes découvertes, tes difficultés éventuelles, tes surprises par rapport à Est-ce que ce vous voyez le travail? diaporama tourner déjà? Est-ce qu'il tourne? Non, il ne tourne pas. Et ça y est, Ah, il tourne, mais il n'est pas en plein écran, hein. Non, tu vois, mais ça ne il reste marchera des pas. bandes noires autour. Mais ça tourne? Ça ne marchera pas. À partir du moment où tu as un Non. défilé de Ah. photos, ça ne marche. On voit Tony, superbe, mais il ne tourne pas en réalité. Alors, Il est alors, saturé. du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais les faire défiler manuellement. Voilà. Je vais vous enlever les bandes du logiciel, vous les verrez un peu plus petits, mais du coup, ça va marcher. Bon, ben, c'était le Ah, test. quoique, laisse-le. Écoute, ça défile quand même. Oh, bon, c'est pas grave. En Ah même bah, je l'ai temps, arrêté, hein. tu l'as arrêté. Vas-y, redémarre comme tu le dis. Et en même temps, est-ce que Je commence, tu peux nous donner tes impressions de professionnel alors par rapport à ça ça? marche. Juste dis-moi si je lance et que ça tourne. Tu pouvais le relancer, effectivement, il tourne, mais avec difficulté. Il tourne lentement, hein, mais tu peux le relancer, ouais. D'accord, bon, bah, alors je le relance. Alors, le temps que Donc, je rappelle que Alors, nous tu m'avais sommes sur dit, les Alpes-Maritimes, là, hein, j'ai oublié de le préciser, en France. ça marche, on est sur les Alpes-Maritimes. Alors, difficulté, ben, j'en ai pas eu particulièrement, puisque, ben, en fin de compte, je disais pas tout à l'heure, il ne suffisait pas de faire de belles photos, mais j'ai eu la chance de rencontrer de belles personnes, donc c'était que du plaisir et pas de difficulté. Ce qui a été, comme sur tout projet photographique, ben, c'est comprendre la production de chacun, comment ils fonctionnent, leurs valeurs, etc. Et puis par rapport à la saisonnalité où j'ai fait les photos, voir ce qui était possible de photographier et de mettre en valeur justement pour amener un éclairage sur ces différents sites des Alpes-Maritimes qui sont donc au nombre de 3. Ah, tu as coupé ton écran partagé. Bon, c'est pas grave. Vas-y, continue, continue. Alors, si en plus on t'a perdu, ça, c'est plus embêtant, par contre. Il n'est plus là. Notre photographe a été enlevé. Très bien. Bon, on va attendre qu'il se reconnecte, parce qu'il maîtrise très bien les outils. Tony, peut-être petite réaction. Tony, tu peux parler. C'est bon, ouvrir ton micro. Je vais ouvrir mon micro, je Très vais bien. ouvrir ma caméra. On te verra tout à l'heure. Tony, tu as fait partie de cette petite expérience pilote, mais encore une fois, très instructive. Je fais un petit clin d'œil à Philippe par rapport à l'idée de mettre en image l'écotourisme et donc d'organiser une interface, j'allais dire, culturelle autour de l'écotourisme. Toi, tu as pu donc partager cette expérience avec François. Quelles ont été tes surprises par rapport à ces photos? Est-ce qu'il y a quelque chose d'original? Qu'est-ce que tu as pu penser de cette expérience? Et, du-
du temps passé par François, effectivement, à essayer de capter les moments clés des rencontres. Je Mhm. pense que ça fait partie un peu de l'intérêt de l'écotourisme et des hôtes qu'on peut accueillir chez nous. Et c'est vrai qu'il y a des moments, effectivement, où c'est tout à fait intéressant de voir comment les personnes s'ouvrent à des choses qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils connaissent mais qu'ils n'ont pas l'habitude de rencontrer. Ne serait-ce que donc chez nous, la, le côtoiement avec les arbres, les plantes à parfum, avec les productions que l'on peut avoir. Il y a beaucoup de gens découvrent effectivement un certain nombre de choses. Et François, effectivement, a pu mettre ça en musique, si j'ose dire, ou plutôt en image, pour mettre le flash sur quelques moments clés. Et nous, c'est un peu ce qu'on recherche. C'est ça, c'est la représentation un petit peu de ce que vous faites, parce qu'encore une fois, sur la plupart de vos sites Internet, je me permets de dire qu'on a des images classiques, hein, effectivement, l'hébergement pour toi, Tony. Tu as 200 arbres fruitiers, hein, Oui, sur ton espace. Je veux dire que c'est vraiment magnifique. Tu es sur Juan-les-Pins, en tout cas à Valoris, hein, Juan-les-Pins, tout à fait. et avec vue sur la mer. Donc tout ça, c'est classique. Mais ce qu'on n'a pas, c'est la représentation, encore une fois, de ce qu'on peut y vivre sur place. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans cette expérience. Bon, on reviendra avec toi, Tony. On va commencer et puis on verra avec François peut-être à la fin s'il se reconnecte. C'est les joies du direct, n'est-ce pas? Je suis là. Et Ah, il est t'es là, là, François, François. hein. Euh, Écoute, François, ce que je te propose, c'est que on va pas essayer de partager parce que tu vois, on a perdu, on t'a perdu. Ouais, Toi, j'ai donc, changé de connexion. J'ai changé de juste connexion, du en coup. 2 minutes, avant d'aborder le premier témoignage de Hassan depuis Agadir, toi, donc tu étais en train de nous dire quelles ont été tes surprises ou quelles sont les limites d'une telle expérience, c'est-à-dire de mettre en image finalement de l'émotion, parce que c'est ça aussi, c'est de l'expérience, de l'immersion, de la joie, des contenus qui sont plutôt intérieurs. Comment prendre en photo ce type de manifestation? Alors, moi, là, j'ai intervenu donc justement sur les différents lieux sans, on va dire, sans public, entre guillemets, à part pour le passage où il y avait les enfants. Euh, la limite, en fin de compte, la limite, elle est plus créative, on va dire, que autre chose. C'est-à-dire que mon approche, en fin de compte, c'est d'arriver sur le lieu en ayant déjà discuté un petit peu avant, ou en tout cas en ayant fouillé le site pour comprendre un petit peu l'activité, le positionnement, etc. Et suite à ça, avec les personnes qui sont sur place, de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut mettre en avant, quel type de gestes, quels sont leurs produits. Leur savoir-faire. Enfin, en fin de compte, le fil rouge, c'est comment mettre en avant leurs valeurs, leur savoir-faire, en fin de compte. Enfin, c'est mon approche globale avec toute entreprise déjà en termes en général, mais là encore plus. Donc, moi, l'idée, c'est de voir avec eux quels sont les produits qui sont phares pour eux, qu'est-ce qui les représente le plus. Et justement, pour mettre ceci en image. Et bien sûr, après, les limites, ça va être si on n'est pas sur la bonne saison, si on doit aller faire des photos dans un lieu où ce n'est pas la bonne saison par rapport à leur production, il est évident qu'on est beaucoup plus limité si on n'a pas la matière à montrer en image. Voilà ce que je peux te dire sur ça. Très bien, François. Bah, écoute, en tout cas, je te remercie. Bon, désolé qu'on n'ait pas pu voir tes magnifiques photos. Bah, je laisse parler à Hassan, te présenter Hassan Aboutayeb depuis Agadir. Alors, Hassan, tu es pas meilleur que tout le monde, mais tu as réussi à avoir quand même quelques trophées internationaux de l'écotourisme avec ton écologe de l'Atlas. Je vais mettre, pendant que tu vas te présenter ton site internet et puis le film qu'on a partagé sur YouTube, la chaîne YouTube d'Ephimed en attendant. Et je te laisse, alors en 3 minutes toujours, si tu peux partager quelques photos et raconter un petit peu qu'est-ce que représente cet écologe et puis ton parcours de vie pour en arriver là. Qu'est-ce qui fait que tu t'engages à ce niveau-là? Magnifique. Bonjour, Bonjour Hassan. Vas-y, on t'écoute. Eric, vous m'entendez? Très bien. Vas-y.
Voilà, donc bonjour tout le monde. Merci tout d'abord, Eric, de m'avoir invité à cette rencontre avec tous les producteurs et acteurs de tourisme durable et de l'écotourisme dans la région méditerranéenne. Moi, de ma part, donc, j'essaierai de partager avec vous mon expérience dans notre écologe Atlas Casbah et j'essaie là de partager. Tout à l'heure, c'était bien partagé un petit diapo avec quelques photos, mais apparemment, Tout ce qui défile ne fonctionnera pas, hein, Hassan, hein. c'est pas le film, c'est juste, En tout juste un cas, on diapo. voit une image de dune en sablé, mais il n'y a rien qui défile. Oui, Il faudrait que tu les fasses défiler une par une, tu vois, c'est l'idéal. c'est pas la diapo devrait marcher. Je ne sais pas ce qui arrive. Ça marchait tout à l'heure? C'est toujours comme ça. Ah voilà, c'est bon? Vous voyez quelque Ouais, chose c'est là? bon, c'est bon. Oui, il y a Ah ben, Keynote qui s'est ouvert. Oui. ah ben, je suis sauvé finalement. Voilà. Il faut que tu remontes. Ouais. Je ne sais pas comment faire pour. Voilà, ça arrive tout de suite. Je suis vraiment désolé. Tu cherches le plein écran? Voilà, très bien. Ben, je suis prêt. Voilà, donc je voudrais juste passer quelques slides pour un peu vous rapprocher un peu de mon établissement qui est situé au sud du Maroc, les gens qui connaissent un peu le sud du Maroc, dans la région d'Agadir, et au cœur de la réserve de biosphère de l'Arganré, que vous voyez ici à votre gauche avec sa carte, qui est patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, on offre bien entendu l'hébergement, mais aussi la restauration à base de produits locaux et de terroirs. Et puis également plusieurs activités récréatives et de découverte. Tout d'abord, il y a des activités qu'on fait en interne pour découvrir la cuisine marocaine, faire la poterie, tadlak, il y a pas mal d'activités artisanales, l'astronomie et autres, mais aussi des activités à l'extérieur, notamment des randonnées à Doudan ou à pied ou en VTT dans la réserve de biosphère de l'Arganré. On organise également des classes vertes, donc c'est une activité que nous organisons depuis plusieurs années. Tout d'abord pour les écoles qui sont autour de notre structure, dans les villages avoisinants, mais également on fait venir aussi, il y a aussi parfois des enfants qui viennent de par le Maroc parce qu'on est un établissement qui était aussi accrédité pour organiser des classes vertes. Qu'est-ce qu'on fait en interne? Et on fait il y a tout d'abord plusieurs bonnes pratiques. Euh, Tout d'abord en termes de conception, donc on a pris en considération dès le lancement de notre structure la vulnérabilité des lions. On est dans une région qui est quand même très sensible, qui est vulnérable également, et on a essayé vraiment d'occuper le minimum de sol dans ce territoire. Et aussi en termes d'architecture, donc on a choisi bien entendu une architecture traditionnelle marocaine avec des matériaux locaux, mais aussi avec une main-d'œuvre tout à fait expérimenté et qui vient des villages avoisinants. Il y a également en termes d'exploitation et de gestion, au niveau de la consommation raisonnée de l'énergie, de l'eau, le recyclage et aussi notre politique d'achat. Comme vous voyez ici, bien sûr, la casbah l'établissement se forme d'une casbah traditionnelle marocaine. On fait un recyclage et un compost. On a de la chance aussi qu'on a des sociétés pas loin de notre lieu d'installation qui récupèrent tous les plastiques, les huiles utilisées, le carton et autres. On fait aussi un compost. Également, en termes de politique d'achat, donc on fait appel tout d'abord aux petits fournisseurs locaux, notamment les petites coopératives à côté, les petits agriculteurs, mais aussi on a de la chance d'être à côté d'un souk pas loin de chez nous. Pour le ménage aussi, on est très soucieux de tous les éléments, enfin tous les aspects écologiques pour vraiment pas utiliser des produits chimiques. Donc, on a produit nous-mêmes tout ce qui est produit d'entretien et le produit de ménage et qui sont à 100% écologiques. On a également une unité de phytoépuration. Donc, toute l'eau qui sort de l'établissement, elle est réutilisée.
donc avec un système ingénieux qu'on a développé grâce à l'appui de la faculté des sciences d'Agadir. Bien sûr, l'énergie renouvelable, avec les panneaux solaires, on chauffe à 100% par les panneaux photovoltaïques, mais également une bonne partie de l'énergie, c'est solaire et renouvelable. Pour tout cela, bien sûr, comme tu l'as dit, Eric, on a été récompensé à plusieurs reprises, que ce soit au niveau national ou international. On a aussi développé une permaculture dans notre structure. Vous voyez ici une photo lorsqu'on a commencé notre projet il y a à peu près plus de 11 ans. Donc, c'est un terrain qui est quand même beaucoup de calcaire et très peu de matière organique. Il n'y a que l'organique qui pousse et quelques plantes, on va dire, qui sont associées à l'arganier. Et puis, on a fait tout un travail avec nos équipes et aussi quelques agriculteurs autour de chez nous. Et on a pu rendre le lieu un écrin de verdure dans un lieu et un milieu vraiment aride. Vous voyez à peu près, par exemple, le terrain comme il a été, la photo qui est en haut et puis la photo en bas. Ça a vraiment tout changé. Donc, on est vraiment dans une vision inclusive, que ce soit vis-à-vis tout d'abord de nos équipes, avec une communication interne. Il a fallu vraiment tout le travail. Le premier travail était autour de nos équipes parce que vraiment, la quasi-totalité, ils ont un niveau d'instruction très bas, ou parfois même il y a ceux qui n'ont pas été à l'école, mais il y a d'autres, même ceux qui ont eu, et on a quelques-uns qui ont des diplômes, il a fallu vraiment les former en métier d'accueil et de, on va dire, d'accueil et de service. Il y a aussi l'implication et l'appui aux actions des communautés locales avec tout le soutien qu'on a fait avec plusieurs associations de développement local. Également, on essaie vraiment que tous nos fournisseurs qui soient engagés dans notre démarche. Voilà, donc juste quelques photos avec plusieurs actions qu'on avait entamées dans notre région. Et également, notre structure, elle est vraiment impliquée dans le développement local, que ce soit de la province ou de la région, voire du Maroc, à travers plusieurs projets de développement territoriaux, commençant par exemple la deuxième année d'exploitation avec la création d'un réseau régional de développement de tourisme rural, où j'étais président fondateur, mais également avec d'autres projets de développement. Et je suis heureux aujourd'hui de participer à ces actions que vous menez dans le cadre du FIMED. Juste une petite question, Hassan. Tu as un modèle au Maroc? Tu as été copié, si je puis dire, ou en tout cas, est-ce qu'il y a eu des visites et puis des reproductions de ce que tu as fait ailleurs? Oui, justement, l'idée était à l'époque, il y a des gens qui venaient spontanément pour voir qu'est-ce qu'on fait, comment on l'a fait, pourquoi on l'a fait, parce qu'on est quand même, on n'est pas les seuls, bien sûr. Il y a d'autres exemples au Maroc, hein, mais les gens veulent voir un peu comment on a pu mettre ça sur place et comment on a pu faire face à plusieurs difficultés, contraintes et défis. Il y en a, et c'est pour ça d'ailleurs à l'époque on avait créé ce réseau pour mettre en réseau et ceux qui sont engagés, mais aussi ceux qui veulent se lancer dans ce genre de projet écotouristique. Voilà donc juste là quelques actions et tout ce qu'on fait pour avoir vraiment minimum d'impact sur l'environnement. Par exemple, Atlas Kasbah, toutes les actions qu'on engage au niveau environnemental, ça nous a permis d'éviter à peu près l'émission d'environ 17 900 kg équivalent CO2. Donc ça, c'est une étude qui a été faite d'ailleurs par un de nos visiteurs que je tiens à remercier à l'occasion et qui a fait un bilan carbone pour ce que nous faisons. On est engagé par exemple pour le lancement de Menu Bon pour le climat qui a été lancé par les eaux et forêts avec la coopération allemande, GIZ. Donc, justement, pour finir, Eric, donc on a essayé vraiment que notre structure soit un bon exemple vraiment de développement de l'écotourisme et un exemple transposable. C'est pour ça qu'on a toujours nos portes qui sont ouvertes, que ce soit pour les étudiants qui veulent vraiment connaître un peu de près ce que c'est l'écotourisme, le tourisme durable, mais aussi des porteurs de projets, mais également nos collègues et ceux qui sont dans le métier, qui veulent vraiment peut-être améliorer, mais également parce qu'on apprend aussi beaucoup de tous ces acteurs-là, aux jeunes, que ce soit étudiants, aux entrepreneurs, ou vraiment aux spécialistes, ou quelqu'un vraiment parfois curieux, on apprend toujours. Donc, nos portes sont toujours ouvertes pour vraiment partager notre philosophie de faire et de faire le tourisme, et aussi de partager nos valeurs qu'on a incarné à travers ce projet.
Voilà, donc c'est ça un peu rapidement, hein, bien Merci sûr, Hassan. avant Et puis tu as été un acteur majeur de la 3e université de Défimed depuis Agadir, je tiens aussi à le dire, où nous aurions dû être et découvrir ton écologe. Donc ça sera pour une autre fois. Un grand merci. J'ai mis ton site, le site internet hein, de ton écologe et puis le film YouTube qu'on a récupéré, hein, un des films présentant ton écologe. Merci Hassan. On reviendra bien sûr vers toi tout à l'heure pour la réflexion. Stéphane, alors Stéphane Witz, déjà rebonjour, c'est pour voir si tout fonctionne bien. Oui, bonjour, rebonjour à Voilà, tous. Stéphane. Donc Stéphane, bah, à toi de te présenter un petit peu ton activité. Je ne sais pas si tu as la possibilité de partager des photos. Moi, j'ai récupéré aussi ton site internet que je vais mettre en ligne. Donc toi, ça s'appelle Trencali et c'est devenu un modèle fort en France parce que tu as aussi été beaucoup médiatisé. Je te laisse la parole. Alors, bon, au départ, on avait un projet de gîte équestre, donc dans le sud de la France, dans le sud-ouest, donc avec un élevage de chevaux, donc des chevaux de race espagnole. Donc là, vous avez une photo de la propriété. Donc, on est situé dans un coin un peu isolé du Gers, à la limite des Hautes-Pyrénées, et Gers et Landes. Voilà, donc c'est vraiment le sud-ouest, le cœur sud-ouest de la France. Et dans le secteur de Madiran, donc un secteur viticole qui est assez connu au niveau mondial, on peut le dire. Voilà, donc on est parti au départ sur un projet de gîte équestre et petit à petit, on a évolué vers une ferme pédagogique, hein, puisque ma femme et Morgane étant prof de SVT, on avait une vocation à essayer de faire partager nos valeurs par rapport à l'environnement, la protection de la nature. On ne te voit pas, Stéphane. Tout à l'heure, on te voyait, là, on ne te voit pas, hein, je te le dis. Hein. Tu vois que la photo, mais c'est pas grave. Non, on ne voit pas du tout de photo non plus. On voit Stéphane, mais non, on ne voit rien. Tu vois pas de photo, ça c'est embêtant. On voit du noir, si tu veux. Tu vois du noir. Mm-hmm. Donc, je fais partager l'écran. Et quand je partage l'écran, non, ça ne marche pas? Non. Non, c'est bête. Ça y est, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive? Vas-y, continue, ça arrive. Je vais te dire. Voilà, donc là, vous avez, je pense que vous la voyez, la photo avec les vaches. On voit tes merveilleuses vaches, parce que je dois dire, je connais ton site. Donc, voilà, donc ce sont des vaches Jersey, de l'île de Jersey face à la Normandie, qui ont la particularité de produire un lait très riche en matières grasses, et donc avec lesquelles on fait des glaces que Eric apprécie beaucoup, du fromage et du beurre. Voilà, donc ça c'est la production principale de la ferme. Et on a également donc des cervidés, des daims, des cerfs, des chevaux, puisqu'on fait de la randonnée à cheval. Petite précision, oui. Pour les cerfs et les daims, vous avez fait une formation spécifique. Hein. Il faut avoir une labellisation, je crois, hein, c'est ça. Voilà, il faut ce qu'on appelle un certificat de capacité. Puisque c'est un animal sauvage, donc tout ce qui est faune sauvage, forcément, il faut avoir des capacités pour éviter que les animaux se blessent, s'échappent et qu'ils soient bien soignés. C'est pour éviter aussi que n'importe qui prenne des animaux dans la nature. Donc voilà, pour ça qu'une formation spécifique a dû être faite par Morgane et moi sur d'autres exploitations qui avaient aussi ces animaux et qui étaient ouverts au public pour la présentation. Voilà. Donc ça, c'est l'activité agricole. Donc on est bien sûr en agriculture biologique et on essaye de développer et de se responsabiliser un peu les gens qui sont autour de nous et surtout de sensibiliser les enfants. Donc, on reçoit pas mal d'écoles, donc beaucoup d'écoles primaires, mais on reçoit aussi maintenant de plus en plus des élèves, des étudiants, hein, à qui on essaye d'inculquer un peu le respect de l'environnement. Voilà. Donc, cette ferme pédagogique, elle s'est aussi étoffée d'hébergements insolites, puisque effectivement les gens voulaient rester plusieurs jours et profiter plus de la nature et de l'environnement. Donc, on a développé des cabanes dans les arbres, maisons des hobbits, cabanes flottantes, plusieurs styles d'hébergement à la fois insolites et dans le respect de la nature, puisqu'on essaie de bien les intégrer. Et ils sont fabriqués avec les éléments naturels, donc du bois, de la pierre, de la terre, parce qu'on a par exemple la maison de Hobbit, c'est une toiture végétalisée. Et donc aussi, un peu comme expliquait Hassan, on recycle les toilettes, ce sont des toilettes sèches, on essaye d'utiliser des produits d'entretien qui sont sans impact sur l'environnement. On propose bien sûr des produits de la ferme, hein, puisque l'idée c'est de faire effectivement, comme tu disais,
que ce séjour soit une expérience vraiment pour les gens qui puissent participer à la vie de la ferme, donc la traite des vaches, la fabrication des produits, et aussi s'occuper des animaux. Voilà. Donc, Il faut préciser que tu es agriculteur, oui. hein, tu fais de l'agroforesterie. Oui, alors justement, aujourd'hui, on est le 25 novembre, c'est la Sainte-Catherine, et c'est un jour important puisque, je ne sais pas si tout le monde connaît l'adage, mais à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Donc c'est aujourd'hui qu'on devrait planter des arbres, on devrait être tous aujourd'hui à planter des arbres. On n'y est pas, mais là, je pense que la volonté y est. Et là, on prévoit cette année de replanter à nouveau une centaine d'arbres. Donc l'agroforesterie, c'est quoi? Je pense que certains connaissent, c'est la plantation dans les champs, directement, de lignes d'arbres qui vont permettre de limiter l'érosion du sol et enrichir en même temps le sol avec les feuilles, avec les racines, et aussi, bien sûr, limiter les aléas climatiques et à terme, augmenter la biodiversité. Donc, il y a plein d'avantages avec l'agroforesterie. On essaye de diffuser l'information, de faire participer d'autres agriculteurs. Ce n'est pas évident. Ça paraît encore un peu incongru de planter des arbres en plein milieu des champs. Pour certains, c'est même contre-productif. Alors qu'à long terme, ça ne l'est pas du tout. Au contraire, on a vu dans le reportage, dans la présentation d'Hassan, effectivement, que ça donne une toute autre vision de son environnement quand à partir du moment où on a des arbres plantés et qui revient. Je dois dire, Voilà. pour l'avoir expérimenté, avoir eu la chance de l'expérimenter, et comme Pierre Frustrier qui te fait un petit clin d'œil, bon souvenir de D'Artagnan, il te met, et belle maison de Hobbit, moi j'ai aussi dormi avec ma femme dans la maison de Hobbit, on est vraiment connectés, c'est-à-dire que vous partagez, vous êtes vraiment, Morgane et toi, très engagés hein, dans la pédagogie, dans la transmission de vos valeurs, et ça se ressent très très fort au-delà de tes bonnes glaces. Et c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de voir aussi tes champs qui quand même produisent, semble-t-il, quand même beaucoup mieux que ce que j'ai vu aux alentours avec des champs pesticidés. Donc, il y a vraiment quelque chose de très éducatif dans ce que vous faites et une belle restauration de la biodiversité. Vous insistez beaucoup sur place là-dessus, avec Martin Pêcheur, tout ce qu'on peut imaginer. C'est un lieu magnifique. Bon, l'objectif de notre atelier cet après-midi n'est pas de faire de la promo et de vendre Non, vos sites. bien sûr. Alors justement, bonne transition, avec, j'ai entendu prononcer le mot Artagnan. Et donc, on est en train de travailler sur le chemin d'Artagnan. Donc, c'est un chemin qui sera européen, qui sera labellisé chemin culturel européen. On y était encore hier à essayer de faire des itinéraires. Donc, ça, c'est un chemin équestre, mais pas seulement, aussi pour les pédestres, les VTT. Et moi, je me disais, peut-être pour connecter toutes nos structures, ça serait peut-être pas mal de pouvoir passer par ce type de chemin. Donc, il y a le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y a aussi, effectivement, plein de chemins qui se créent. Et donc, ce chemin d'Artagnan, qui fait quand même plusieurs milliers de kilomètres, il pourrait comme ça connecter des sites écotouristiques. Et ça ferait un cheminement quelque part qui permettrait de voir beaucoup plus de choses. C'est ça. Alors, je te donne un petit peu plus la parole parce que tu nous as dit que tu avais une obligation et que tu serais obligé de partir avant 16 heures. Mais en tout cas, effectivement, pour rebondir, tu es intéressé par le fait effectivement de relier les productions écotouristiques. Alors, on est dans une des actions phares de Defimed, hein, qui est l'objectif est de créer un itinéraire euro-méditerranéen écotouristique qui puisse relier virtuellement déjà des sites écotouristiques comme celui d'Hassan et le tien, de voir quels sont les points communs que vous avez, parce que forcément tout ce que vous allez vous présenter, vous avez des points communs, ne serait-ce que votre engagement pour la préservation de l'environnement et sa valorisation, mais également de pouvoir voir de quelle manière, je perds ma voix, on pourrait échanger et organiser des expériences qui permettraient aussi de vous valoriser, de vous renforcer et de vous inspirer les uns les autres. Hein, donc ce chemin, on entendra Pierre justement Frustier demain matin à ce sujet. Mais Pierre nous apportera son expertise sur ces mécanismes d'itinéraire culturel européen. Et puis, on entendra aussi Philippe, demain après-midi, Philippe du ministère de la Culture, qui est avec nous là cet après-midi, et qui pourra aussi nous parler de ce type d'initiative qui a pour objectif de fédérer finalement des initiatives comme les vôtres. Donc, toi, tu es favorable à ça avec cette idée de partager entre producteurs. Tu es tout à fait ouvert à ça avec un renforcement de capacité, tu vois, un dispositif qui vous permettrait de témoigner de ce que vous faites et d'apprendre des autres. Oui, bien sûr. Et puis, ce qui est important, c'est effectivement s'appuyer sur un réseau. Parce qu'on est un petit peu, pour l'instant, on est un peu tout seul quand même. Avec Defimed, ça va changer, mais
Ça fait quand même des années qu'on travaille dessus. On est un peu des fois pris pour des illuminés. Et le fait d'avoir d'autres expériences à côté qui sont très enrichissantes et qu'on peut expliquer aux gens aussi comment font les autres régions ou les autres pays, je pense donner de la crédibilité à notre projet aussi quelque part. C'est ça, c'est pour ça qu'il était important pour nous dans cette université de vous donner la parole, les producteurs, mais plein pot, donc vraiment une après-midi, pour que vous puissiez exprimer aussi ce qu'on constate un petit peu, votre isolement très souvent, hein, c'est ce qui revient, et puis votre envie de disséminer quelque part. Et nous, ce qui nous passionne, c'est l'interculturel, hein, c'est vraiment de vous mettre en relation à travers vos cultures. Ben, je te remercie Stéphane. Merci à vous et j'espère que ça va continuer. Voilà, en ça tout va cas, se on a développer. réussi à t'avoir parce que sur 4 visios, c'est la première fois où finalement on a des photos de toi et on a ta voix. Donc ça, c'est formidable. On aura bientôt la fibre, ça va s'améliorer. Bon, très bien. En tout cas, vous êtes bien là où vous êtes. Merci Stéphane. Ouais, merci à vous en tous les cas. Skander Zeribi, eh bien, bienvenue. Alors, bonjour aussi, même si on s'est déjà dit bonjour. Monsieur Zeribi, votre micro est coupé. Allez-y, ouvrez votre micro. Voilà, ça devrait… Non, on ne vous entend toujours pas. Alors, attendez. Pourquoi? Je vous ai donné la main. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Merci. C'est bon, parfait. Ben voilà, Enchanté. Alors, passe le bonjour. Oui, allez-y. Votre site est de présentation. Hein, moi, j'ai la présentation, si vous voulez, je l'ai mis en fichier là, si vous l'avez. Ah, j'ai vu que vous aviez fourni dans le chat. Mais d'accord. Quand même, et j'ai trouvé un petit film YouTube vous présentant un reportage de TF1. Donc voilà. Allez-y, monsieur Zeribi, excusez-moi. Donc voilà, c'est monsieur Skander Zeribi, je suis fondateur du premier gîte écologique en Tunisie. De formation, je suis banquier. Jusqu'à 2009, j'ai travaillé à la banque. Après, je suis natif d'un petit village à 50 km de la capitale. La Zagon, c'est la ville de l'eau, comme on dit les Romains. Il y a les aqueducs. Les Romains ont ramené l'eau du temple des eaux de Zagon jusqu'à Carthage, 90 km d'aqueduc. Et puis, c'est une montagne à 1295 mètres d'auteur. Donc, on a voulu. J'ai passé toute ma jeunesse dans la montagne en jouant avec les copains, etc. Donc, le fait de travailler à Tunis pendant une vingtaine d'années dans une banque, vous savez ce que c'est, travailler dans la capitale. Je suis devenu un citadin. Donc, j'ai voulu que mes enfants rejoignent la campagne. J'ai commencé par une petite ferme de 3 hectares qui n'était pas plantée. Et j'ai commencé par vraiment une petite chambre pour passer uniquement le week-end en famille. Et puis après, l'appétit vient en mangeant. C'est-à-dire que les amis ont aimé, les gens venaient passer un week-end chez moi. Et un beau jour, un ami écrivain dans un journal La Presse, j'ai vu, il a écrit sur le journal, la dernière page, que comme quoi la Tunisie n'avait pas de gîte rural, il n'avait pas de chambre d'hôte, il n'y avait rien. Ça, je vous parle ça en 2006. Alors, je suis allé le voir et je l'ai invité à passer un week-end chez moi. Il a aimé. Et un beau jour, après 3 semaines, sur la presse, toute une page, le premier gîte rural en Tunisie voir son jour, alors que moi, je savais même pas. Et là, les gens ont commencé à m'appeler, me disaient, bon, apparemment, ça doit être génial d'avoir un gîte en Tunisie, on n'en a pas. Et j'ai commencé effectivement à louer ma petite cabane, enfin, c'était un petit gîte. Je l'ai commencé à le louer pour le week-end. Et puis ma femme m'a dit, attends, on n'a plus le droit de passer les week-ends. On continue, c'était complet, c'était plein. Alors, on a fini par construire un autre gîte, une autre chambre, un autre gîte, une autre chambre. Jusqu'à aujourd'hui, ça prend forme et on est passé d'une chambre à 15 suites, 15 chambres, donc pour la capacité de 30 lits. Bon, comment après ça a pris forme, c'est parce que j'ai commencé à faire des recherches.
les gens aimaient. La GIZ m'a contacté. On a fait un groupe, une association avec d'ailleurs Hichem. On était la première association à faire une association d'écotourisme. On a commencé à travailler, on a commencé à y croire. Au départ, c'était pas évident du tout. Vu la législation, on n'avait pas de cahier de charge pour construire des gîtes ou pour avoir des autorisations ou des agréments, surtout pendant la période de Ben Ali. Après, on a tenu bon, moi, Hichem et deux autres. Aujourd'hui, il y a une quarantaine de gîtes rurales quand même et presque 800 maisons d'hôtes sans agrément. Je reviens au gîte, je reviens à la maison d'hôte. Donc là, on est en plein dedans de l'écotourisme. On travaille beaucoup avec les associations, le tourisme équitable avec le village. Dar Zarouen est situé dans un petit village qui s'appelle Mogran, qui est à 2 km de la ville, et pratiquement 1 sur 2 familles qui travaillent à Dar Zarouen direct et 1 sur 2 familles qui travaillent indirectement sur Dar Zarouen. Je m'explique. Toute la population de ce village sont impliqués dans ce projet parce que d'abord, eux ou leurs enfants, ils travaillent ou ils ont des produits qui donnent à Dar Zarouen et surtout que maintenant, le projet a fait connaître avec toute modestie la région de Zaghouan. Et ça, c'est une fierté pour Dar Zarouen. Les gens, vous savez, en Tunisie, les gens vont beaucoup plus sur le balnéaire. Donc, depuis 10 ans, depuis 5, 7, 8 ans, les gens commencent à changer d'idée et disent pourquoi pas ne pas passer un week-end ou un séjour dans la campagne. Et c'est avec ça qu'on a essayé de mettre en place tout un programme. Les gens ne viennent pas uniquement pour la restauration, l'hôtellerie. On propose des circuits pédestres et des circuits équestres. Maintenant, on est en partenariat avec une société d'aventure où on prépare des team building, des packs, de la tyrolienne, de l'escalade, de la spéléologie. On est partenaire aussi officiel de Films de la montagne en Tunisie. La première édition, elle a été faite à Dar Zarouen. Maintenant, on est à la 5e édition l'année prochaine et on est passé de 200 personnes à 800 personnes qui viennent du monde entier. Et au niveau restauration, bien sûr, il y a la nourriture terroir. On fait manger les gens des produits terroirs, des produits de la région, des grillades, des choses saines. Dans les 3 hectares, on a planté des oliviers. On a une presse de l'huile d'olive à la traditionnelle, à froid. On a planté des amandiers. On fait les gâteaux, les fameux gâteaux andalous, les karkouarka avec ces gâteaux. Donc, indirectement, on a presque une vingtaine de familles qui travaillent. Et bien sûr, dans la ferme, on a mis des espaces, on a donné des espaces gratuitement à des villageoises. Ils exposent leurs produits. Chaque femme qui sache faire quelque chose, que ce soit du terroir ou de l'artisanat, on leur donne ces espaces-là. Et ces espaces sont les clients, lorsqu'ils viennent le week-end ou au milieu de la semaine, ou les touristes, bien sûr, bon, il y en a beaucoup moins. Ils font le tour de la ferme et dans le tour de la ferme, ils vont trouver du pain berbère, ils vont trouver de la distillation, ils vont trouver de la presse de l'huile, ils vont trouver des œufs de ferme, ils vont trouver, sans oublier bien sûr les classes découvertes et les enfants qui viennent maintenant, les écoles françaises, les écoles américaines et les écoles privées Bien, tunisiennes. J'ai 2 questions à vous poser par rapport à votre magnifique projet. La première question, c'est est-ce que vous avez des visiteurs tunisiens? Je crois que vous êtes à 1 heure de Tunis ou une grosse heure Oui. de Tunis. Est-ce que Oui, vous avez des résidents de Tunis qui viennent jusqu'à chez vous? Et comment les pouvoirs publics vous accompagnent, s'ils vous accompagnent? Rapidement, s'il vous plaît. Oui, alors on est justement, comme vous dites, on est à 50 minutes de Tunis, donc il y a des Tunisiens, des jeunes ou des familles qui viennent passer les week-ends ou les vacances. Ça, il n'y a pas de souci. Le bouche à oreille, bien sûr, les télés, puisque c'était le premier gîte, donc les télés se sont intéressés au départ. Comme vous avez vu, TF1, France 5, Échappée Belle, les télévisions tunisiennes. Les Tunisiens ont vu qu'il y a un gîte et ont vu on peut passer un week-end à la campagne. Et donc, pour ça, on a eu la chance d'avoir tous ces clients. Sinon, pour le reste, généralement, même on a des étrangers qui viennent, on organise des circuits avec les gens qui viennent pour un long séjour dans les hôtels balnéaires. On programme une journée berbère et avec la journée berbère, on leur fait visiter les sites berbères et on leur fait visiter la ferme avec un déjeuner folklorique. Très bien. Et les pouvoirs publics vous accompagnent?
Pour être franc, non. Voilà, bon, Non, ça c'est clair. Oui, oui, non, 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 on se combat tout seul. C'est-à-dire que moi, je j'ai pas eu de. Par contre, on a trouvé ceux qui nous ont accompagnés, la Bird, la GIZ, les ONG, quoi. Les oui, ONG, c'est ça. on a eu de l'immatériel plutôt, hein. Donc, on a été formés, on est allé en Allemagne, on est allé à Costa Rica pour voir un peu on est allé en Belgique avec une association belge aussi pour voir un peu l'exemple belge. Et on a visité quand même. Je suis allé à Lyon pour voir un peu l'expérience dans les gîtes ruraux. J'ai voyagé un peu et après de recul, c'est pas comme j'ai commencé en 2006 comme aujourd'hui. Maintenant, on pense écologique, on pense durable, on pense énergie Hmm. renouvelable. Et là, on est sur un projet, on est en train de mettre un jardin botanique et une tisanerie botanique pour les clients qui reviennent, ils trouvent autre chose. D'accord, très bien. Eh ben, un grand merci pour ce témoignage. On reviendra aussi vers vous hein, pour une réflexion sur le collectif, mais en tout cas, très très beau modèle. On verra que j'ai vu que Monsieur Hichem Essa nous a rejoint les Jardins d'Agave. On verra aussi quel est son témoignage par rapport à cette expérience tunisienne. Merci à Merci, vous, à tout à merci, à l'heure. tout à l'heure, à tout à l'heure. Emmanuel et Claude, Emmanuel Poulain et Claude Mathéon, ont fait un grand bond, donc on repasse la Méditerranée, tout ça en pas polluant, c'est formidable. Et là, on arrive du côté de chez nous, dans les Alpes-Maritimes, avec une expérience qui s'appelle le Jas du Rocher. Et bien, deux personnages fort délicieux, je dois dire, que j'ai découvert récemment avec Yves et d'autres personnes. Donc, est-ce que ça fonctionne déjà? Est-ce qu'on vous entend? Tout à l'heure, Claude, on Je viens de t'entendait. remettre le son. Parfait, Claude. D'accord. Bien, tu es tout seul alors? Il y a pas... Emmanuel est avec toi ou pas? Emma est allée à un marché, elle est partie, Ah, elle c'est a ça. juste mis en route avec moi et elle est partie au marché là. D'accord. Bon, on te voit un petit peu flou, mais on te Ouais, voit. ouais, on n'a pas trouvé pourquoi, hein. C'est la première fois qu'on s'en sert, donc on n'a pas eu le C'est temps pas de grave, faire c'est les pas grave. réglages. Écoute, je te laisse à ton tour présenter. Je vais mettre votre site aussi et le film de France 3 qui a été fait quand on était sur place, France 3 Ouais. régional. Et à toi de te présenter ce que vous Bon, faites dans l'écotourisme. bon, ben nous, ça va être beaucoup plus bref que toutes ces personnes que j'ai vues jusqu'à présent, hein. On démarre à peine déjà, le site est beaucoup plus petit. Après, je pense que l'ambition est la même, l'envie aussi. Donc, à la base, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on possède un petit terrain au cœur du parc naturel des Préalpes d'Azur. Donc, l'idéal surtout, c'est le site, hein, l'environnement autour duquel on progresse, hein, qui est complètement préservé, qui est assez un bel écrin de verdure, surtout, on va dire, qui est surtout à l'état naturel. C'est ça qui est intéressant autour de chez nous, c'est que l'état naturel est vraiment conservé. Donc après, pour se présenter simplement, on fait du safran en petite quantité. À l'heure actuelle, c'est l'activité principale de notre domaine, qui après, on espère s'étendre pour faire autre chose, faire surtout un écologe, faire des réunions. Que vous dire d'autre? Normalement, c'est pas trop ma partie, ça. Moi, ma partie, c'est plus le terrain hein, que la discussion. Mais bon, qu'est-ce que je peux vous dire? Notre but, surtout, c'est en arrivant à faire venir les gens chez nous, surtout, c'est pas pour notre plaisir personnel, c'est surtout d'essayer de leur faire prendre conscience, justement, dans l'environnement dans lequel ils évoluent et leur faire prendre conscience aussi et leur montrer que le patrimoine naturel qu'ils ont autour d'eux, c'est ce qui les permet d'exister, hein, ce qui leur permet d'exister à la base. Donc voilà, je pense qu'une fois que les gens ils auront compris ça, on espère que ils seront un peu plus conscients d'essayer de le préserver et d'essayer d'en faire un maximum pour que ça reste intact, quoi, pour les générations futures. Alors, si ça fonctionne Donc bien, Claude, voilà. je viens de partager une photo hein, que j'ai Que je prise. vois, oui, à l'instant sur l'écran, oui. Que François ne me dispute pas, donc c'est une photo modeste de mon appareil photo, mais le site est absolument splendide. On voit bien le champ de fleurs de safran hein, qu'à Oui, oui, l'époque oui, oui, oui. vous nous avez fait cultiver. Et c'est sur cet espace-là que vous prévoyez donc d'investir dans la réalisation de 2 écologes en On voudrait, 2021. oui, 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 c'est le but futur pour essayer que les gens restent un peu sur place, avoir un peu plus le temps de discuter avec eux, voilà, essayer toujours d'en faire un peu plus. Et voilà, je pense que ça peut être sympa de passer une nuit ou deux dans un environnement pareil, quoi. Donc,
C'est le Et projet. il faut dire aussi que vous faites des merveilleuses donc, pâtisseries, des produits dérivés à base notamment de safran. Et Oui, oui, vous avez l'intention d'organiser, si je me souviens bien, des repas aussi oui. qui permettraient de partager avec, je crois, une grande chef resto de Villeneuve-Loubet. Oui, on a plusieurs chefs qui nous suivent aussi. Après, notre but, ça serait surtout chez nous, il n'y a pas beaucoup de mise en valeur des produits locaux, à part dans une petite épicerie où vous trouvez certains produits comme du miel, du fromage, des trucs comme ça. Mais le but, ça serait de les faire mettre en valeur par des chefs qui sont à l'heure actuelle nos clients, des chefs étoilés qui sont à l'heure actuelle nos clients pour le safran, et essayer de les faire venir sur place pour cuisiner ces produits, donc pareil, hein, dans un circuit court et de les sublimer pour faire voir aux gens qu'il existe plein de bonnes choses à manger dans notre petit coin de paradis, quoi. Très bien, merci Claude. Et c'est très vivifiant, en tout cas, d'avoir des acteurs comme vous. Mais vous vous ressemblez tellement tous. C'est ça qui est tout. Oui, ouais, ça a l'air. Je vois que la dynamique a l'air sympa. Donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, hein, que j'ai pris une journée de congé pour vous suivre, plus que pour exposer mon projet personnel, hein, donc pour voir un peu ce qu'il en était. Je rêverais de vous donner l'occasion de vous découvrir les uns les autres parce que je pense que vous pouvez vous inspirer vraiment ça, des expériences comme celle-là. En tout cas, merci. Et puis à suivre parce que évidemment, en plus, comme vous êtes locaux, on aura beaucoup plus de chances de vous voir. Et puis, je devais revenir vous voir, je dois Oui, dire, oui, avec ma femme, mais ils ont confiné la veille au soir. Ils l'ont fait c'est exprès. ça. Donc, du coup, ça n'a pas été possible. Merci Eh Claude, tu ben, restes avec nous hein, parce que tu dès restes qu'on avec nous. vivra des jours meilleurs, vous êtes les bienvenus. Tout à fait. Et tu restes avec nous parce que j'ai beaucoup aimé aussi tes analyses, tes réflexions sur la reconnexion de l'âme avec la nature sur place. Donc, tu as des choses à dire par rapport à ce collectif qu'on pourrait imaginer voir naître. Oui, oui, ben moi je suis un homme des bois, donc je connais ça par rapport à monsieur tout à l'heure. Moi, j'ai jamais été citadin, je ne sais pas si pour ma plus grande chance ou mon plus grand malheur, mais donc du coup, oui, oui, je suis un observateur et j'aime faire partager tout ça. Et voilà, donc je vous suis avec attention et si j'ai une petite intervention à faire, j'hésiterai pas à la faire. Merci Claude. À très Pas de vite. souci. À tout de suite. Merci. Pierre-Yves Marais, autre qui a été ciselé, on le croirait comme ça, en tout cas au bord du désert marocain. Pierre-Yves est très connu avec une production écotouristique qui s'appelle Terre des Étoiles, un magnifique nom déjà. Et je te laisse présenter cette production en précisant que je te connais depuis plus d'un an et qu'effectivement, je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller te découvrir là-bas, mais que tu es aussi un homme très engagé dans ce que tu fais, ça c'est certain. Alors, je ne sais pas partager mon écran. Tu as un bouton en bas, Oui. écran partagé, et si tu cliques dessus, normalement, tu aboutis à tes fichiers que tu peux nous ouvrir. D'accord. Alors, je vous partage mon écran, ça y est, j'ai compris. Voilà. Voilà, c'est en cours. Donc là, on arrive sur ton ordi et il faut que tu nous ouvres tes photos. Elles sont ouvertes. Elles sont ouvertes. Et pourquoi? Voilà, vous l'avez? Tout à fait. Parfait. Donc, juste pour situer les choses, il y a 22 ans que je suis dans le tourisme classique et conventionnel, bien que je n'ai jamais fait de tourisme classique et conventionnel, mais j'ai commencé à faire découvrir le Sahara marocain en voyage expédition, voyage aventure dans les années 98-2000, avec juste l'envie d'offrir aux voyageurs et aux visiteurs la possibilité de nous rejoindre dans le désert, quoi, et de découvrir un pays, une culture. J'ai contribué à créer dans les années 98 à Marrakech ce qui est devenu la folie aujourd'hui, les riads dans la Médina, avec une vingtaine de passionnés à l'époque seulement. Merzouga, le premier lieu où j'ai implanté du tourisme sous forme de bivouac, est devenu aujourd'hui un Palavas-les-Flots du tourisme au pied de la Grande Dune. Pareil sur le site que j'ai contribué à faire émerger en 2003, qui s'appelle les dunes de Merzouga, et est devenu aujourd'hui un lieu où on compte plus d'une trentaine d'établissements de tentes. Et Agafay, que vous voyez actuellement sur les photos, donc, qui est situé à 20 km de Marrakech,
dans un lieu qui était désert, 6 km de piste pour accéder, pas d'eau, pas d'électricité, une zone sur laquelle tout le monde disait il n'y a rien à faire, il n'y a rien à voir. On a installé un premier campement nomade donc dans les années 2010 et c'est devenu aujourd'hui un établissement de 18 chambres avec un jardin potager, avec une démarche similaire à tous les autres projets qui ont été présentés depuis tout à l'heure. Simplement, de ce lieu aride que vous voyez sur la photo, complètement empierré, on a revégétalisé, on a replanté, on a créé un établissement qui accueille aussi bien des clients en quête de tranquillité, de repos, de choses saines et tranquilles, que des mariages, que des fêtes musicales, etc. Donc un lieu qui est dédié à la fois à un tourisme particulier, puis de temps en temps qui prend la caractéristique d'un lieu événementiel. Mais ce qui s'est passé au début de mon expérience touristique au Maroc, donc là une photo pour vous montrer pourquoi ça s'appelle Terre des Étoiles, c'est que cette photo est réelle et sincère, elle n'est pas trafiquée sur Photoshop. Simplement, quand on allume le feu de camp, on peut observer la nuit étoilée. Cette photo a été faite avec un retardateur pour les fans de photos. Caroline et Jean-Luc apprécient. Le nom de notre établissement vient de le silence et la nuit noire que l'on peut observer au-dessus du camp qui permet d'avoir une… pardon, j'ai tout fermé, excusez-moi. J'ai tout fermé. Tu l'as dit, Pierre-Yves, c'est créé depuis quand, là, Terre des Étoiles? Depuis 2010. 2010, c'est ça, d'accord. Voilà. Donc, un lieu qui est polyvalent, qui est mixte aujourd'hui et qui permet différents types d'activités. Mais c'est produit à Agafay la même chose qui s'est produit dans les expériences précédentes. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 27 camps de tentes uniquement dans mon voisinage proche, dans la zone géographique où nous nous trouvons. Alors, tout cela m'interroge sur la capacité que nous avons tous à développer des lieux d'écotourisme. Tout ça m'interroge sur la capacité que l'on a à être copié, mais souvent mal copié et souvent, malheureusement, et en tout cas pour le Maroc en particulier, avec des copies qui ne permettent pas d'avoir l'éthique ou la recherche environnementale. Nous, notre lieu fonctionne très bien. C'est devenu ce que l'on pourrait appeler en économie une machine de guerre parce que on génère de l'activité, on génère de la fréquentation, on génère de la richesse, tout en essayant de conserver le cap qui était celui de notre départ, qui est le cap d'un autre tourisme, d'une autre forme de tourisme, et avec l'exigence de vouloir faire rencontrer notre lieu aux visiteurs de passage. Donc, on est dans un challenge qui est compliqué entre la concurrence externe et la surfréquentation interne, de maintenir le palier d'un tourisme vertueux avec aujourd'hui des gaps que l'on a du mal à dépasser, qui sont liés entre autres à la préservation de l'environnement sur des problèmes particuliers, qui est le compostage des toilettes humaines, qui est des problèmes thermiques de chauffage. On a des bassins, vous voyez sur la photo que je mets là, des panneaux solaires. Donc, on a aussi un besoin d'utilisation d'énergie naturelle de plus en plus important et qui, à chaque fois, pose des problèmes de dimensionnement du site et de son installation. Donc voilà, on est victime de notre succès. On a rencontré un public, pas notre public, mais on a rencontré un public. Et aujourd'hui, on a un lieu qui, dans un environnement totalement hostile, il y a 10 ans où personne ne voulait venir, est victime aujourd'hui de la surfréquentation. Merci Pierre-Yves. C'est avec toi, si tu me le permets d'ailleurs, que j'aimerais, toi et Hassan, de commencer la réflexion sur l'imagination de mutualiser les expériences. Je vais donner vite la parole à Amélie qui a une obligation professionnelle pour qu'elle puisse intervenir pour présenter la BLAC. Alors on va retrouver
un semblant de ciel équivalent, puisqu'ils ont la chance d'être en Provence verte. Voilà, alors Amélie, elle maîtrise tout à fait. Alors Amélie, Bonjour. tu tentes le pari de mettre le film en plus, bravo. Donc, Alors, ce n'est pas un film, hein, c'est une petite animation là, qui permet de voir un petit peu d'une manière haute, on va dire là, le site de la Black. Donc, moi, je parle au nom de mes parents qui se sont installés là il y a 40 ans. C'est un site qui aujourd'hui propose un accueil écotouristique, mais pas que. L'origine, donc c'est une aventure de deux personnes qui souhaitaient se poser dans un lieu pour à la fois éduquer la famille et développer une activité en lien avec la nature, retrouver le terroir et savoir-faire. Sur la base d'un bilan personnel, d'un constat environnemental et puis voilà, d'une hiérarchisation des priorités. Donc, ils sont tombés amoureux de ce domaine-là et ils ont commencé leur activité par de l'activité agricole. À la base, il y avait quelques oliviers, mais sinon, ils ont surtout développé des céréales, puis après, de l'élevage cochon en plein air. Des ateliers de transformation et tout ça d'une manière bio, puisque les cochons étaient élevés en plein air. Et puis, ils ont participé à l'écriture de la charte Nature et Progrès. Tout ça a fini par s'arrêter pour plusieurs raisons dans lesquelles on ne va pas rentrer dans les détails. Et petit à petit, ils se sont dirigés vers l'accueil du public en restaurant petit à petit les gîtes, enfin la ferme, les corps de ferme, pour faire des gîtes puis des chambres d'hôtes. Donc aujourd'hui, il y a une capacité d'une vingtaine de personnes. Et au-delà des gîtes, mon père, passionné de l'astronomie, a aussi, grâce au développement du numérique, pu développer sa passion et puis surtout la faire partager. Donc voilà. Donc il a transformé les abris à cochons en observatoire astronomique, hein, il faut le dire. Ouais, c'est ça. Donc anciennement, voilà, si on vient un peu en arrière. Ah oui. J'ai pris quelques vieilles photos. Hop. Ça ressemblait à ça au démarrage. Hop. Voilà. Alors, comme Stéphane tout à l'heure, hein, 5 enfants quand même. Hein, 5 enfants quand ils démarrent en bas âge. Donc, voilà, les cochons. Et petit à petit, donc ça s'est transformé. Donc, on peut voir, par exemple, là, une vue un peu en l'état actuel. OK. Donc, à côté de ça, la restauration dans le respect des matériaux, du savoir-faire, des matériaux biosourcés, locaux, avec dernièrement plutôt le chanvre, le développement de tout ce qui est eau chaude solaire sanitaire, le bois, ici, ça c'est son installation de chaudière pour le chauffage, avec le bois, la chaudière à bois ici en bas, l'eau chaude sanitaire, hop. Voilà. C'est extrêmement ingénieux, il faut le dire. Bon, je connais très bien. Voilà, et donc vraiment développer des compétences et puis ensuite les faire partager au travers des différentes personnes qui passent sur le site. Et donc effectivement aussi une activité d'astronomie avec la création d'événements de fêtes de l'astronomie chaque année, là un lancement de fusées. Et puis ensuite, voilà, par exemple, les observatoires, donc les abris à cochons qui ont été transformés en observatoires. Il faut savoir que la Black, donc je vous ai mis le lien, et puis allez voir encore une fois ce film fait par Bastien, hein, le fils, le frère d'Amélie, qui a fait un magnifique film, vous pouvez le voir, là, j'ai mis le lien de YouTube. C'est vrai qu'il y a un vrai engagement là-bas. D'ailleurs, on peut accueillir des voitures électriques, hein, il faut le préciser. Il y a pas mal de choses qui sont faites et du coup, c'est un modèle, c'est pareil. Mais je ne sais pas si toi tu peux le dire, Amélie, témoigner de ça, mais difficile aussi, si j'ai bien compris, d'être bien accompagné par les pouvoirs publics et par les autorités responsables du tourisme sur place. C'est ça dans ce modèle?
Oui, bah d'abord incompris ou incrédule. Les gens ne croyaient pas vraiment au projet, puis ça allait un peu à contre-courant. Maintenant, les choses sont en train de changer et puis la blague fait office un peu de référence dans la région. Donc, mais Bah, oui. là aussi, enfin, allez-y, c'est vraiment incontournable. Il faut savoir que ce qui m'intéresse beaucoup aussi dans le cadre de DefiMed, c'est que la BLAC a, bien sûr, du fait de ses observatoires astronomiques, a particulièrement développé une clientèle spécialisée, astronomes amateurs ou professionnels, qui viennent un petit peu de toute l'Europe, quand on a le droit de voyager, et qui vont effectivement joindre l'utile et l'agréable en profitant de ce lieu magnifique, classique d'hébergement en pleine nature dans un site exceptionnel, avec la possibilité de travailler avec Jean-Luc au niveau des observatoires. Et donc, il y a toute une clientèle qui s'est organisée avec ce rendez-vous à thème, si je puis dire, toute l'année, du hors-saison, avec un ciel comme le tien, Pierry. Non, peut-être le tien est quand même plus pur, il ne faut pas exagérer, mais un ciel quand même assez pur pour la France, en tout cas, et très, très préservé, effectivement. Et je dois dire que c'est tout à fait enchanteur. Hein. Voilà, on voit, il y a des panneaux solaires. Je ne sais pas si tu peux nous Et que dire. le ciel appartient à tout le monde, et c'est le Ah même. Oui, bah bon? oui, c'est Ah notre bah, patrimoine commun, hein. C'est bah, vraiment la chose Pas universelle qu'on commun. partage tous. c'est scandaleux et ça ne va pas durer. Et donc, du coup, est-ce qu'on peut dire aussi l'autonomie énergétique là-bas sur place, tu sais de combien elle est? Ou Caroline peut nous le mettre par chat peut-être? On atteint les 2 tiers? Non, je pense plus des 2 tiers hein, d'autonomie. C'est vrai que par rapport à tout l'ensemble des panneaux, on a une partie des panneaux qui ont permis de subventionner, une autre partie des panneaux qui approvisionnent, on va dire, un tiers à la moitié des besoins énergétiques du site. Donc, il y a une partie ici des panneaux qui doivent faire à peu près 70 mètres carrés qui sont de l'autoconsommation. Et les autres panneaux qui sont sur le hangar, là, ils sont en revente chez EDF. Chez EDF, c'est ça. Effectivement, la recherche de l'autonomie énergétique, elle est cherchée à travers plusieurs axes, y compris donc le photovoltaïque et comme le solaire pour l'eau chaude, comme le bois avec une gestion avec la forêt et l'ONF, des choses comme ça pour essayer d'avoir un cercle le plus vertueux possible. Merci beaucoup Amélie pour ton Ouais. témoignage. Je sais que tu as une visio là dans 2 minutes, Dans 2 donc minutes. tu vas être obligé de nous quitter aussi, mais en tout cas la BLAC, de toute façon, c'est sans doute peut-être le premier lieu de production écotouristique que je connais le mieux, donc naturellement associé à DefiMed. Et en plus, comme DefiMed a été retenu dans le cadre d'un appel à projet leader sur la Provence verte avec Anne-Cécile Audra qu'on entendra demain matin, eh bien, nous allons travailler et œuvrer particulièrement sur ce territoire. Et donc, on associera naturellement la BLAC. Et puis, je fais la transition. Et puis Claude Fussler. Alors, bonjour Claude, toujours pour voir si le micro fonctionne bien. Bonjour. Claude, tu es aussi sur le Var. Et toi, ton domaine que j'ai découvert cet été, s'appelle Une campagne en Provence. Alors, je vais aussi mettre le lien et j'ai trouvé un film YouTube assez bien fait sur ton domaine. Je te laisse le présenter, mais alors là, ça a été une sidération pour ma femme et moi de vous découvrir, tellement il y a d'engagement partout comme à la blague. Oui, alors on est à 2 villages au sud de la Blaque, donc on est, on est en Provence verte, on est terrain familier, d'ailleurs je connais Caroline Plouvier, on se croise de temps en temps aux diverses réunions de la Provence verte, et je vais essayer tout de suite de partager l'écran. Voilà, ça c'est le mien, le voilà. C'est parti. Est-ce que vous le voyez? Ça arrive, ça arrive. Voilà, alors parfait. Alors là, nous, on est ici depuis 1995. On est tombé amoureux d'une vieille ferme templière que vous voyez ici. Et on l'a petit à petit transformée en gîte. Alors elle a la chance d'être située au milieu d'un environnement de collines et de forêts. Actuellement, on a 190 hectares et la maison est au centre. Donc, on a cette tour qui est à la fois une attraction, mais également une vigie pour les incendies de forêt, puisque
c'est un capital extrêmement précieux et donc on y fait très attention. Les patrouilles, etc. Donc là, vous voyez le style de la ferme templière, elle est du XIIe siècle, le corps de bâtiment principal. Ici, vue aérienne, on n'a rajouté que la piscine. Le reste, c'est de l'authentique rénové avec bergerie, porcherie, pigeonnier et puis toutes les dépendances de ferme. On a une trentaine accueil pour une trentaine de lits dans des chambres et des appartements rénovés en gardant le style provençal. On a recyclé beaucoup. Par exemple, ici, les placards, c'est les fenêtres recyclées de la Bastille, puisque nous, on s'est mis quand même en une isolation, une efficacité énergétique très poussée. Mais au lieu de jeter les vieilles fenêtres, eh bien, on en a refait des placards. Les portes ont toutes été recyclées. Très facile à entretenir, mais toujours charme. Chaque chambre a son caractère. Vous voyez, ça, c'est un des espaces communs. Encore un espace commun qui permet d'être soit au sec en hiver, soit au frais en été. Et des produits locaux. Donc, on a toute une boutique avec les miels, les confitures, les alcools, les vins, les savons, les huiles, également les petits produits d'artisanat qui sont dans une boutique qui en même temps fait savon pour les clients. Ce qu'on essaye surtout, c'est que nos clients qui viennent de loin, puisqu'on est trilingue, mon épouse et moi, mon épouse étant allemande, moi je suis alsacien, donc on est parfaitement germanophone, anglophone de toute manière. Donc on a des clients du nord de l'Europe à 90%. Et notre but dans notre objectif de neutralité carbone, c'est bien qu'ils se posent au maximum, c'est qu'ils ne bougent pas. Donc on a créé énormément d'espaces de quiétude, où les gens peuvent se reposer, se détendre dans les jardins autour de la maison. Les jardins sont strictement méditerranéens, il n'y a pas de chimie, il n'y a pas d'arrosage. Les enfants peuvent courir partout, il n'y a pas de pelouse interdite aux enfants. Il y a un tas d'endroits pour se cacher, pour jouer gendarmes et voleurs. La piscine peut accueillir également pratiquement tout le monde. C'est en général pas le cas. Les gens aiment bien se décaler. Elle est donc au milieu des vignes. Vous voyez qu'on a un environnement qui est intéressant aussi sur le calme et la protection de l'incendie. C'est qu'on est entouré entièrement de vignes et les collines forment un écrin autour. Et donc, la grande piscine. Alors, une autre activité qu'on propose avec une partenaire du village, c'est l'équitation. Donc, on a tout, à partir du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre, on a donc au moins une douzaine de chevaux donc en pâturage. Le reste du temps, on met des prairies en défend pour qu'elles ne soient pas piétinées. Les chevaux sont à ce moment-là nourris au foin et reviennent dès que l'herbe est assez haute. Donc, on fait une gestion très systématique des prairies pour toujours garder le maximum de couvert végétal et également le maximum de floraison, puisqu'on a également des apiculteurs qui viennent hiberner les ruches et jusqu'au miel de printemps. Après, les ruches partent dans les plateaux de Valençol pour les lavandes. Donc l'équitation, la balade à calèche. Nous avons balisé un certain nombre de sentiers. On a à peu près une douzaine de kilomètres de sentiers balisés. Et vous voyez aussi sur ce panneau que nous sommes refuge LPO. L'ensemble du terrain est en refuge LPO. On fait des comptages de papillons et des comptages d'insectes régulièrement, ainsi que des comptages de champignons et de biodiversité pour mesurer l'évolution de cet espace dans lequel nous avons banni la chimie depuis que nous sommes arrivés.
y compris Et sur Claude, les… vous êtes très engagé, hein, moi je te connais depuis peu, vous êtes très engagés tous les deux. Vous avez l'écolabel européen, hein, même si bon, il y a pas mal de remarques qu'on ne fera pas aujourd'hui là-dessus, que tu me partageais, mais vous êtes vraiment engagés. C'est-à-dire que votre souci, c'est le moins d'empreintes possible sur l'environnement, tout en valorisant cet environnement naturel, hein, c'est ça. Voilà. Et donc, et surtout, c'est vrai, l'empreinte, nous avons un bilan carbone, nous savons que nous sommes carbo-positifs, on peut aller dans les détails, mais les gens qui viennent chez nous feront des milliers de kilomètres. Donc, notre but, c'est qu'ils en fassent le moins possible quand ils sont là. Et je vais venir encore à un nouveau développement tout de suite. Nourriture locale, ça c'est l'aioli, tous les 15 jours, on fait grand aioli provençal, donc avec produits locaux. L'ambiance des dîners sur place. Et ce que nous avons commencé cette année, c'est justement avec un couple de maraîchers locaux. On fait tous les dimanches en saison, on fait un petit marché sur place. Et vous voyez, ça, ce sont donc nos clients de la chambre d'hôtes et des gîtes qui font leur marché, surtout ceux des gîtes, puisqu'ils font également une bonne partie du temps, ils font la cuisine. Bien, ils vont faire quelques provisions, ils ont des confitures ici, ils ont des tapenades qu'ils vont emporter chez eux pour les déguster ou pour en faire cadeau à la famille. Donc le petit marché local avec notre fournisseur qui nous fournit également pour toutes les tables d'hôtes et notre production photovoltaïque également, là, qui est là depuis 2009. Depuis 2007, nous sommes donc abonnés au courant certifié vert de notre fournisseur d'électricité, mais en même temps, on a une production assez importante. On a produit déjà plus de 500 000 kWh avec ce champ photovoltaïque qui existe depuis 2009, qui n'est pas en autoconsommation parce qu'à l'époque, en 2009, on ne pouvait pas faire de l'autoconsommation. Il le sera à terme. Pour le moment, il est intéressant d'être branché sur le réseau. Pendant la journée, on produit plus qu'on ne consomme, mais évidemment, pendant la nuit, on ne produit rien. Alors, et donc, on tire sur le réseau. On a rajouté au début de cette année, et ça, Eric, tu ne l'as pas vu, on en a parlé, on a rajouté une ombrière photovoltaïque avec des panneaux de dernière technologie et en même temps un tracteur électrique pour faire tous les déplacements internes, un petit goupille. Et de ce côté-là, il y a une station de recharge de vélos électriques parce qu'on veut absolument, toujours dans la même optique que les gens devraient se poser et laisser leur voiture, leur permettre de visiter la région. Alors, voici une carte des circuits que je suis en train de faire. Et je pense que j'aurai beaucoup de besoin du support de Caroline Pouillet, qui est très on va y revenir peut-être, Claude, après, parce que ton projet est très intéressant et ne peut que résonner effectivement avec Caroline et d'autres. Voilà, on a à peu près 400 km de circuit. Je voudrais, tout à fait, d'ailleurs, ça préfigure une sorte d'itinéraire aussi, mais de transport vertueux, effectivement, sur le territoire, qui est très, très intéressant, vraiment. Je te remercie parce que je voudrais qu'on termine. Il reste 2 intervenants et on a pris quand même du retard. La dernière, c'est encore chaque année, on plante des arbres. Là, on a planté cette année, on a planté 900 arbres, donc dans un programme de résilience au changement climatique. Ce sont des espèces sélectionnées par l'INRA. Et donc voilà la plantation. Et voilà, pour la fin, les étampes temporaires, puisqu'il faut également gérer non seulement la forêt, mais il faut gérer l'eau. Et c'est extrêmement important. L'agriculteur, l'eau et l'énergie. Merci. Ben, c'est nous. Merci, Claude. Merci beaucoup et à tout de suite. Hichem Essa, j'ai vu que vous étiez connecté. Est-ce qu'on dit Aïssa ou Essa déjà? Et puis bonjour. Aïssa. Aïssa. Bonjour, Hichem. Bonjour tout le monde. Je suis ravi. Nous sommes repartis de l'autre côté de la Méditerranée, pour nous, en tout cas en France, même si on est dans le virtuel. Et on vous rejoint en Tunisie avec les Jardins d'Agave. Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter cette production écotouristique? Oui, bien sûr. C'est sur une ferme toute près de Tunis.
à 20 km et il y avait un terrain très accidenté rempli d'agaves. Alors, ces agaves-là, qui au départ étaient dispersées sur la ferme, on les a un peu canalisées en faisant des belles routes, etc. Mais on s'est aperçu que nous avions un climat totalement presque désertique. C'était un microclimat. Et au bout d'un certain temps, on a vu l'intérêt parce qu'il n'y avait jamais de maladie. Et pour vous qui faites de la vigne, vous savez que le mildiou et l'oïdium, c'est vraiment handicapant. Or, nous, on n'a pas du tout ces maladies. Alors, on s'est mis à développer de la vigne, de l'oignon, de l'ail, toutes les plantes qui pouvaient être très utiles dans cet endroit. Alors, à côté de ça, petit à petit, comme disait mon ami Skander tout à l'heure, ça s'est fait par bouche à oreille et le but principal actuellement pour pouvoir rallier les autorités avec nous et les gens qui ne connaissaient pas du tout le gîte rural, ça a été de faire un espace qui pourrait accueillir tous les conseils d'administration de toutes les sociétés intéressantes à Tunis pour leur expliquer qu'il ne s'agit plus d'aller dans les hôtels, qu'il fallait venir à la campagne en petite quantité et on espère par là les rallier à notre cause, à la nature. Donc, moi, je suis ingénieur horticole et je suis formé pour faire de l'aménagement d'espaces verts. Donc, j'ai un grand terrain où on a planté des oliviers, on a planté toutes sortes d'espèces, qu'elles soient aromatiques ou pas, et on veut faire profiter les autochtones et les gens de la ville, parce que les gens de la campagne connaissent tous la ville, mais les gens de la ville ne connaissent pas la campagne. Donc là, on doit sélectionner les gens. Il faut qu'on fasse attention à ne pas avoir un tourisme agressif, un tourisme qui viendrait simplement pour faire du tourisme. Non, là, on est obligé de parrainer cet endroit et de le faire connaître petit à petit. On ne veut pas entendre parler d'effets de mode, parce que l'effet de mode, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut un tourisme durable. Et voilà, je vous ai présenté ma ferme. Alors, vous êtes là aussi, vous n'êtes pas très loin de Tunis, vous êtes à 1 heure aussi, mais alors au sud. Non, hein, si je... Beaucoup moins qu'1 heure, on est à 20 minutes de Tunis. Et aussi, vous avez donc des visiteurs naturellement de Tunis, je suppose. Ah oui, absolument, absolument. Là, on est sur Facebook, là, on est bien implanté sur Facebook. C'est la chose la plus facile pour nous. C'est un réflexe que les Tunisiens commencent vraiment de plus en plus à avoir, de pratiquer un écotourisme. Oui, absolument, absolument. Maintenant, nous, on a commencé en 2006 avec le premier salon international du tourisme qu'on appelait la campagne touristique. Et ça existe de plus en plus. Maintenant, il y a bien une centaine de gîtes ruraux en Tunisie. Et tous sont différents les uns des autres. C'est ça qui est formidable. Et les gens de la mer, on va dire, le tourisme balnéaire n'a plus peur de nous. Alors qu'au début, ils avaient vraiment peur de nous. Ils pensaient qu'on allait leur prendre les touristes. Oui. Bon, il y a encore du chemin. Hein. Mais bon. Oui, j'espère. En tout cas, un grand merci à vous de témoigner. J'ai eu la chance de participer à un séminaire organisé par Fatma Kchir, enseignante universitaire avec des étudiants. Je sais que les étudiants de Fatma sont venus vous découvrir lors du défi Mes Jeunes, 17 octobre dernier, du détour vertueux, et que ça a été une belle expérience enrichissante apparemment pour eux. J'espère qu'on va recevoir beaucoup de jeunes et la formation des jeunes, c'est la base. C'est le côté pédagogique qui est pour moi le plus important.
Tout à fait, tout à fait. Ben, merci à vous, Hichem, et à tout de suite parce que j'aimerais vraiment que vous puissiez. Votre réflexion aussi durant ce séminaire était très intéressant. Vous êtes dans le cadre d'un programme en Tunisie qui est très important, très intéressant, qui allie agriculture, qui allie pas mal de secteurs. Donc, on pourra peut-être en reparler. Je voulais donner la parole à notre dernier témoin, qui n'en est pas le moindre, puisque c'est Tony qu'on a vu tout au début, Tony Damiano. Tony, à toi de nous présenter la Bigarade. Alors, tu es un peu le fer de lance de Défimène, en tout cas sur les Alpes-Maritimes, avec toi aussi un fort engagement depuis longtemps avec ton épouse. Oui, alors bonjour, bonjour à tout le monde. Je vais essayer de vous présenter assez rapidement quelques éléments, quelques diapos. Je ne sais pas si vous les voyez là. Ça arrive, ouais, très bien. Voilà. Donc, je vais être assez rapide. On a eu pas mal de témoignages, effectivement, sur des sites, sur des lieux, je dirais, plutôt campagnards. Et pour nous, effectivement, la Bigarade, on est, comme vous le voyez sur cette diapo, on est vraiment au bord de la mer. On est dans un lieu plutôt urbain. Et nous avons utilisé et exploité un terrain d'agrumes qui était sur Valoris Golfe Juan et que nous essayons de valoriser et de conserver. Sa situation, effectivement, on est tout proche de la plage, mais en même temps, pas très très loin de la montagne, et un peu plus loin quand même de la Corse, qu'on voit de chez nous, là, tous les matins actuellement, quand le beau temps nous le permet. Donc on le voit, je ne sais pas si vous le voyez là sur cette diapo, on peut arriver effectivement à voir les montagnes corses. Notre projet, il est sur deux axes. Deux activités complémentaires, une activité de chambre d'hôte et une activité je dirais de verger, hein, d'exploitation d'un verger d'agrumes. Avec surtout, dans les deux cas, d'essayer de promouvoir et de conserver le patrimoine local qui petit à petit est en train de se faire manger, si j'ose dire, par l'urbanisme et par l'artificialisation. Bon, la maison d'hôte, je ne rentrerai pas trop dans ce détail-là. Hein. Nous avons très peu de chambres. Nous avons 3 chambres, vue mer, vue piscine, etc. Donc, c'est pas... Mais surtout, on essaie de valoriser, et c'est là où l'écotourisme pour moi est important, c'est non seulement les gens viennent parce qu'ils ont la plage à côté, mais très vite, il faut qu'on puisse arriver à leur donner le choix ou la possibilité de les accompagner vers d'autres activités, et notamment vers des activités de montagne, de découverte du patrimoine, par exemple des potiers de Valoris, les marchés provençaux, les parfumeurs qui ne sont pas très loin à Grasse, et puis tous les musées et les lieux de prestige. Mais en même temps, et c'est ce que pour moi le plus important et qui se rapproche le plus de l'écotourisme, c'est permettre à nos hôtes de faire des expériences qui vont leur permettre de pouvoir découvrir le verger bio. Hein. Nous sommes en bio depuis 2005 maintenant, et nous cultivons des agrumes. Et là, vous voyez des hôtes en train de cueillir au bon moment la fleur d'oranger qui va nous permettre de pouvoir faire ensuite l'eau de fleur d'oranger d'une part, le néroli, donc les huiles essentielles qui servent dans les parfums, et notamment qui servent à Chanel pour le numéro 5. Et puis, bon, d'autres découvertes. Hein, de tous nos hôtes, quand ils se promènent dans notre verger, dans nos arbres, essayer de leur faire découvrir autre chose que ce qu'ils ont l'habitude de voir, donc, et surtout de sentir. Parce que quand vous commencez à repérer des fleurs, des feuilles avec des senteurs
tout à fait différentes. C'est tout à fait intéressant de voir comment les jeunes, les enfants et les adultes réagissent. C'est des photos de François, là. Hein. Pardon? C'est pas des photos de François? Voilà, celle-là est une photo de François, effectivement. Celle-là aussi, effectivement. Là, on vient de le voir. Donc, et en même temps, donc, on essaie de bien utiliser le peu de terrain que nous avons, hein, pour diversifier les agrumes, les arbres fruitiers, les plantes aromatiques, les plantes à parfum. Et puis notre terrain, nous avons essayé, il est en bio depuis donc pas mal de temps, je vous le disais, mais surtout on essaye d'expliquer un peu à nos hôtes comment nous l'avons aménagé de manière à pouvoir être autonome, si j'ose dire, au milieu de la ville, hein, parce qu'on est un peu au milieu de la ville, mais on essaye de gaspiller le moins possible d'eau, donc de garder le plus possible d'eau. Donc, on a une petite centrale d'épuration qui nous permet de pouvoir récupérer l'eau de la maison, la traiter pour pouvoir la réutiliser dans le jardin. Nous avons un chauffe-eau solaire qui nous permet d'alimenter toute la maison en matière d'eau chaude. Nous avons des panneaux photovoltaïques qui nous permettent d'être autonomes à peu près à 30%. Donc voilà, nous avons essayé de leur montrer un petit peu qu'on peut, même dans un environnement urbain, faire quelque chose qui soit un peu plus intelligent que de consommer. Voilà, donc quelques précisions maison. Et surtout, ce que nous essayons de faire, essayer de se retrouver vers d'autres et se retourner vers d'autres établissements écotouristiques. Et nous avons passé des accords avec un autre site qui est lui plutôt en arrière-pays pour échanger nos hôtes et leur permettre d'aller bien sûr au bord de la mer chez nous, mais en même temps pour passer à 30 km de chez nous un grand moment dans des yourtes au milieu d'un site d'agrotourisme en pleine montagne. Donc, je pense que c'est la notion effectivement de circuit sur lequel s'appuie Defimed est un bon moyen effectivement de leur faire découvrir autre chose que la plage classique que la majorité des touristes qui viennent chez nous apprécient. Merci Tony, merci pour ce témoignage. C'est un lieu merveilleux. Alors là, c'est le plus proche de chez moi en tout cas. Et c'est quelque chose de merveilleux. Alors les fleurs d'oranger, c'est quelle époque pour les cueillir? C'est au mois de avril-mai. Ah oui, d'accord. Oui, donc c'est dans. On se donne rendez-vous. Écoute, on sait qu'on aura terminé, je l'espère, avec la 4e peut-être vague. Donc du coup. Au mois d'avril, on se donne rendez-vous avec notre club Tous Entrepreneurs Vertueux pour s'organiser une expérience. Comme on est un peu déconfiné, maintenant vous pouvez venir cueillir les clémentines sans problème. D'accord, bah écoute, c'est retenu. Merci Tony. On va terminer donc le feu d'artifice avec François. J'espère que ça va fonctionner. François, commence à partager toi l'écran. Et je voudrais juste dire que là, nous avons bien sûr une représentation d'expériences diversifiées. Je le répète, hein, l'objectif n'est pas de faire un catalogue de promos de producteurs, mais de bien comprendre leurs valeurs et les expériences diversifiées qu'ils nous proposent. Imaginez, pour ceux qui découvriraient Defimed, imaginez que ces personnes-là soient des milliers sur la Méditerranée, plus ou moins avancées. Là, nous avons affaire à quand même des modèles, des personnes très engagées. Mais imaginez que ces personnes-là soient des milliers dans les pays méditerranéens, ce qui n'est quand même pas complètement utopique, et que nous puissions les relier. Voilà, on va arriver à la deuxième partie, à la dernière demi-heure de discussion, voir un peu plus si vous avez un petit peu de questions dans le chat. Je laisse donc François nous partager quelques photos qu'il a prises magnifiques de rencontres avec les producteurs des Alpes-Maritimes, hein, je précise bien. Alors du coup, comme on était avec la bigarade, on y retourne encore un petit peu avec quelques photos justement là sur les explications des variétés qui sont dans le domaine. J'aime bien cette photo aussi qui
faisait parler et transmettre, qui parlait de transmission, pardon, sur les générations. Je trouvais sympa aussi comme image qu'elle pouvait transmettre comme valeur. Je vais faire court, hein, tu me dis de faire vite. Donc, un instant de cueillette sur la bigarade aussi. On va passer au Maillot divine, donc toujours dans les Alpes-Maritimes. Où là, je suis arrivé à une époque où malheureusement la floraison est à la fin, donc du coup, on a pu quand même réussir à faire un ou deux plants pour montrer un petit peu le type de cultures qui font beaucoup de plantes à parfum. Donc là, on était avec les rosés, mais aussi vu l'époque, c'est un domaine, hein, c'est ça. Hein, c'est un domaine qui accueille des chambres d'hôtes. Qui a des chambres d'hôtes. C'est un domaine, oui, ils accueillent, ils ont un accueil pour recevoir des gens. Ils font des ateliers aussi avec les enfants, ce genre de choses. Puisqu'après, eux, ils font des confiseries en fin de compte avec les plantes à parfum. Donc là, c'était un petit plan organisé sur le semis. J'aime bien aussi la valeur de cette image. Donc justement sur la partie confection de leurs produits et de leurs confiseries à base de plantes à parfum. Donc voilà, des petits plans comme ça pour représenter un petit peu le savoir-faire. Et bien sûr leur espace boutique sur place. En ce qui concerne le passage, là on saute totalement d'univers puisqu'on arrive sur l'équithérapie. Et c'était un moment vraiment très très sympa à partager. Gros succès de la porte ouverte. Enfants. Gros succès de la porte ouverte. Hein, vraiment. Pardon ? Je dis gros succès. Ouais, il y a eu beaucoup c'est vrai que ça a été. Bon, là en plus il y avait les enfants qui étaient présents, donc il y avait entre guillemets le public et c'est vrai qu'il a été assez facile d'avoir des images et de capter les bons instants. Celle-ci, je sais que tu l'aimes beaucoup, moi aussi, parce qu'il y a le côté synchro et symbiose entre l'enfant et j'ai oublié son prénom, pardon, excuse-moi. Et Lina, en situation de handicap, hein, ce sont des enfants. Tout à fait, absolument, ouais, tout à fait. Avec les regards synchronisés vers le haut, je trouvais ça assez sympa aussi comme image. Donc voilà, beaucoup d'échanges, complicité, d'expressions sur les visages, puisque là on était, à part ceux sur les masques, mais bon, on était déjà avant le deuxième confinement. Donc voilà, quelques images de partage avec les enfants d'encadrement que j'ai trouvé ça assez sympa et on voit de suite l'effet que ça a sur eux aussi au bout d'un petit moment qu'ils sont arrivés et qu'ils sont excités, qu'une fois qu'ils sont sur les chevaux, encadrés, qu'ils se baladent, que ça se détend et que ça les canalise. Donc c'était assez sympa à partager. Voilà. Merci François, merci beaucoup.